Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, vient de séjourner en Chine où il a d'une part participé au 9e forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, qu'il co-préside désormais avec son homologue chinois Xi Jinping et d'autre part a effectué une visite d'État. Le chef de l'État, qui était à la tête d'une forte délégation, avait à ses côtés son épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Alors quels sont les enjeux de ces deux volets du séjour présidentiel en Chine? Élément de réponse dans ce numéro de l'heure de vérité, et nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, son Excellence Jean-Claude Gakosso. Monsieur le ministre, nous sommes en tout cas honorés de vous recevoir sur ce plateau de l'émission L'heure de vérité. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Honneur partagé. Merci, monsieur le ministre. Alors, sur invitation du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, plusieurs dirigeants africains ont pris part à Beijing à la 9e édition du FOCAC. Ce sommet, qui est devenu un rendez-vous incontournable dans les relations entre la Chine et le continent africain, s'est tenu du 4 au 6 septembre 2024 sous le thème « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau ». Désigné coprésident du forum, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pris une part active aux travaux et a salué les 10 engagements pris par le président chinois pour faire progresser ensemble la modernisation. Je vous invite par ailleurs à suivre cet élément que nous propose la presse présidentielle. Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. C'est sous cette thématique que s'est ouvert ce 5 septembre 2024 à Beijing le 9e forum sur la coopération sino-africaine. Le FOCAC est un mécanisme de coopération institué en 2000 entre la Chine, la Commission de l'Union africaine et 54 pays africains. L'objectif poursuivi est de favoriser les échanges et de relever ensemble les défis de la mondialisation. 9 allocutions ont marqué l'ouverture des travaux. Dans son discours de circonstance, le président chinois Xi Jinping a retracé le parcours de la coopération sino-africaine de 2000 à 2024. Aussi a-t-il projeté les relations sino-africaines dans les 3 ans à venir à travers 10 axes de partenariat devant guider la modernisation du Sud global sur l'inspiration mutuelle entre civilisations, la prospérité du commerce, la coopération sur les chaînes industrielles, l'interconnexion, la coopération pour le développement, la santé, le développement de l'agriculture au bénéfice de la population, les échanges humains et culturels, le développement vert, enfin, la sécurité commune. Pour le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, dont le mandat à la coprésidence du FOCAC s'achève au cours de ce sommet, le FOCAC est devenu un modèle de partenariat efficace fondé sur le dialogue, le respect mutuel de la co-construction. Notre sommet qui marque la fin de la coprésidence sénégalaise du FOCAC ouvre en même temps de nouvelles perspectives. Avec la déclaration et le plan d'action 2025-2027, dont la mise en œuvre contribuera sans doute à la consolidation de nos acquis au bénéfice de nos peuples respectifs. Je saisis l'occasion pour adresser mes chaleureuses félicitations au président Denis Sassou Nguesso, qui assumera la prochaine coprésidence africaine du FOCAC et lui souhaite nos vœux ardents de succès. Depuis 2015, le FOCAC s'est institutionnalisé progressivement pour devenir aujourd'hui une plateforme importante de dialogue collectif et un mécanisme efficace de coopération pragmatique entre la Chine et les pays africains amis. C'est par-delà tout un exemple concret de la coopération sud-sud. Pour cette 9e édition du FOCAC, le président Denis Sassou Nguesso est à l'honneur car le Congo a été désigné coprésident du FOCAC aux côtés de la Chine.
C'est un succès diplomatique important auquel le rayonnement international du président de la République, Denis Sassou Nguesso, explique cette élévation du Congo à la coprésidence du FOCAC pour un mandat couvrant la période de 2024 à 2027. Pour le chef de l'État congolais, depuis plus d'un demi-siècle, l'Afrique s'est placée aux côtés de la Chine, qui s'est progressivement imposée au monde par son influence diplomatique et ses avancées économiques. L'Afrique et la Chine, ensemble, se retrouveront-elles en première ligne du combat pour le développement, fondé sur l'innovation technologique et la modernisation, à travers des projets concrets dans les secteurs clés tels l'énergie, la communication, les mines, l'agriculture, le transport, le numérique. Et c'est ici le lieu de saluer le programme en 10 points présenté par notre ami, le président Xi Jinping. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, quant à lui, a épilogué sur le volume des échanges entre la Chine et l'Afrique, qui est passé de 120 milliards de dollars en 2018 à 282 milliards de dollars en 2023. Il a également évoqué l'endettement de certains pays africains. L'allègement du poids de la dette constitue pour de nombreux États africains un impératif urgent pour donner à l'économie de ces pays débiteurs une respiration économique vitale. Il est également souhaitable que dans le contexte de notre effort d'industrialisation, le portefeuille des investissements privés en Afrique soit suffisamment diversifié pour s'étendre au-delà du champ classique des ressources minières et énergétiques. À cet égard, je me réjouis de constater que nos efforts rencontrent la volonté de la Chine d'apporter une contribution décisive à la modernisation du Sud global et donc de l'Afrique pour l'émergence d'un nouveau modèle de développement innovant. Après la cérémonie d'ouverture, une autre étape commence, celle des conférences de haut niveau au cours desquelles le président Xi Jinping et les dirigeants africains vont mener des consultations sur un pied d'égalité et approfondir la connaissance mutuelle par l'élargissement des terrains d'entente et bien entendu de renforcer l'amitié tout en promouvant la coopération. Alors, Monsieur le ministre, vous avez accompagné le président de la République lors de ce déplacement en Chine. Nous avons suivi de bout en bout les propos du président qui salue en tout cas l'avancement de cette coopération qui existe depuis 1964. Dans ces mots du président de la République, que peut-on comprendre derrière ces compliments, derrière ces éloges qu'il fait de l'engagement de son homologue chinois? C'est un événement inédit dans l'histoire de l'Afrique, dans sa relation avec des puissances étrangères, parce que pour une fois, nous avons une puissance qui vient en Afrique, non pas pour la dominer, mais pour partager les flux de la croissance, pour partager l'espoir du développement et pour proposer une communauté de destin. Il s'agit bien de la Chine, qui, comme chacun sait, il y a encore une trentaine d'années, une quarantaine d'années, était une nation essentiellement agraire. On se souvient des paysans chinois, avec leurs chapeaux pointus, pataugeant dans des rizières là-bas en Chine. C'est un peu l'image qu'on avait de la Chine et des Chinois. Mais aujourd'hui, c'est une puissance industrielle, un pays qui a réussi à se hisser au deuxième rang mondial en tant que puissance économique, avec les incidences que cela induit, donc puissance militaire aussi, puissance diplomatique, puissance culturelle, etc.
Et pour notre pays, pour parler un peu de manière prosaïque, c'est du pain béni parce que nous avons une excellente relation avec ce pays. Nous étions parmi les tout premiers pays à reconnaître la Chine populaire dans le concert des nations. Donc pour nous, c'est une chance providentielle, quasiment, que cette relation excellente que nous avons avec la République populaire de Chine. Ce rendez-vous du FOCAC qui est devenu incontournable dans le développement de relations entre la Chine et le continent africain. Pour cette édition, le thème choisi était s'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. Alors selon vous, monsieur le ministre, que peut-on comprendre à travers ce thème? Quel message voudrait la Chine faire passer à travers ces mots qui constituent donc ce thème? L'Afrique, victime de ce qui s'est passé à Berlin à la fin du 19e siècle, morcelée, fragmentée, balkanisée, les Africains ont versé leur sang pour la libération de l'Europe du fascisme hitlérien. Mais comment les a-t-on remerciés? Voilà qu'une nation asiatique, vieille de 5000 ans, donc qui a sa propre philosophie de la vie, qui a sa propre philosophie des relations humaines, propose un autre paradigme, le partage. La Chine a atteint, par modestie, elle continue à se considérer comme un pays en développement, mais nous arrivons fraîchement de ce pays, nous étions à Shanghai par exemple, la ville de Shanghai. La Chine a atteint des cimes qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques années seulement. Et elle veut partager avec l'Afrique, qui est malheureusement encore dans le retard économique. Elle veut partager cette expérience. Elle veut que les Africains aussi engrangent le développement, aillent sur la voie du développement et participent pleinement au monde du XXIe siècle et des siècles à venir. Est-ce qu'on peut traduire cela par une relation basée sur le respect et la coopération mutuelle d'égal à égal? Parce que on considère que les Congolais, pour la plupart, sont très réticents face à cette ouverture que le Congo a aujourd'hui vers le monde et qualifié un peu d'être dépendant d'autres nations. Alors quel message peut-on faire passer pour faire comprendre aux Congolais l'importance de cette relation? Ce paradigme dont je parlais tout à l'heure, c'est que c'est une coopération gagnant-gagnant. Tu gagnes, moi aussi je gagne. Gagnant-gagnant. Et ça, c'est un paradigme nouveau. La Chine ne conçoit pas de coopération asymétrique où on vient simplement piocher les richesses minières d'un pays sans égard pour le développement de ce pays, pour le bien-être des populations de ce pays. C'est gagnant-gagnant et nous restons agrippés à ce concept, à cette vision gagnant-gagnant et il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Alors, les résultats de ce forum nous annoncent donc l'engagement de la Chine à mobiliser 50 milliards de dollars sur 3 ans. C'est une somme colossale pour la mise en œuvre de 10 actions de partenariat devant permettre de développer et de moderniser l'Afrique. Alors, au niveau du Congo, cela concerne quel domaine exactement? 50 milliards de dollars américains, c'est une sacrée bagatelle, chère madame. C'est beaucoup d'argent. Il y a quelques années, ça avait été 60 milliards de dollars. Je me souviens dans la salle, lorsque le président Xi Jinping avait fait l'annonce, des chefs d'État s'étaient levés pour acclamer parce que c'était vraiment inédit. C'est énormément d'argent. Et cet argent va être utilisé dans le cadre de ce que l'on appelle la ceinture et la route, qui est un projet de connexion routière, ferroviaire, maritime et par les télécommunications de la Chine avec le reste du monde, avec les pays asiatiques qui entourent la Chine, mais aussi avec l'Afrique. Les pays ont des projets. Par exemple, nous avons le projet du pont Route-Rail, qui est dans le prolongement d'un grand projet panafricain qu'on appelle le NEPAD. L'idée du président de la République, c'est aussi de relier
la partie est du continent, donc depuis le port de Mombasa, là-bas, au Kenya, jusqu'à Pointe-Noire. Voilà, donc c'est ce genre de projet, principalement des projets d'infrastructure. Nous avons dans notre pays un projet, le barrage hydroélectrique de Sunda, par exemple. Vous savez bien que l'énergie est à la base du développement, et ça c'est un projet central pour notre pays. Moi je vois beaucoup plus loin, je vois aussi ce projet inachevé, cette symphonie inachevée qu'est le barrage d'Inga. Rien que le barrage d'Inga, vous savez, c'est scandaleux de voir que des pays comme les nôtres, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, qu'on connaisse des pénuries d'électricité, alors que nous avons à nos pieds l'un des fleuves le plus puissants au monde, le deuxième par son débit. Et c'est vraiment du pain béni pour reprendre la formule de tout à l'heure. Inga, c'est vraiment un projet, pas seulement du Congo-Kinshasa, mais de toute l'Afrique. De toute l'Afrique. Nos chefs d'État sont en train de nous développer la réflexion autour de ce projet, parce que sans électricité, vous n'allez nulle part aujourd'hui. Sans électricité, sans énergie, les entreprises ne viendront pas s'installer dans notre pays. Il faut absolument une offre solide, suffisante en énergie pour que les sociétés viennent s'installer chez nous. Et que dire du domaine agricole, par exemple, qui est aujourd'hui au centre du plan national de développement, le plan cher au président de la République? Absolument, oui. L'agriculture est centrale parce qu'il faut que les populations mangent, mais on ne peut pas continuer à dépendre des importations. C'est choquant que dans certains pays, on en soit à importer. Dès qu'on veut manger un yaourt, il faut que ça vienne de France. On veut manger du fromage, il faut que ça vienne d'Espagne. Ça, c'est proprement scandaleux. Nous avons tout ici. En réalité, nous sommes au paradis. En réalité, nous sommes au paradis parce que nous avons tout ici. D'abord du soleil, de la pluie, des rivières en abondance, des terres cultivables en abondance. Très riches. Très riches. Tous les fruits, ananas, mangue, bananes, avocats, goyaves, etc. Dites-moi si ce n'est pas le paradis. Si ce n'est pas le paradis. Nous sommes véritablement au paradis. Nous n'avons pas l'hiver, nous n'avons pas les tsunamis, nous n'avons pas les typhons, nous n'avons pas les ouragans. Nous sommes véritablement au paradis. La seule chose, c'est notre conversion à la religion du travail. Et c'est ce que les Chinois ont fait. Ils ont fait du travail leur Dieu, à la limite. Hein, c'est une façon de parler. Et moi, derrière le président de la République, j'exhorte aussi nos compatriotes à faire du travail au moins notre seconde religion. On est parfois chrétien, parfois musulman, etc. Mais au moins notre seconde religion. C'est le travail qui va nous libérer, pas autre chose. Monsieur le ministre, la grande nouvelle pour le Congo est l'honneur qui lui est fait à travers le président en lui confiant la place de coprésidence du FOCAC. Alors, quelle est la portée de cette désignation et que gagne le Congo dans ce statut de coprésidence du FOCAC? C'est indéniablement un succès diplomatique pour notre pays. La palme d'honneur revient à notre président qui est resté fidèle à lui-même depuis de longues années dans cette relation avec la République populaire de Chine, qui a reçu ici même à Brazzaville le président Xi Jinping. Je crois que les Congolais ne l'ont pas oublié, c'était en 2013, ce qui n'est pas un événement anodin, loin s'en faut. Le président Xi Jinping, à peine installé dans le fauteuil de la gouvernance chinoise, est venu rendre visite au président Denis Sassou Nguesso, ici à Brazzaville. C'était déjà un signal fort. Et pour ce qui est de la coprésidence du FOCAC, il y a eu unanimité au niveau des pays africains. Il n'y a pas eu de débat, non, pourquoi le Congo-Brazzaville? Unanimité, parce que les Africains voient aussi l'engagement du président Sassou sur le continent, que ce soit des dossiers en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui en Libye, etc. Et ils voient son engagement et son assiduité à l'Union africaine, parce qu'il porte à bout de bras à l'Union africaine ce projet panafricain. Voilà, donc il y a eu unanimité et les Chinois évidemment ne voulaient que cela parce que le président Sassou Nguesso est considéré là-bas avec beaucoup d'estime. C'est un ami de longue date pour le peuple chinois. Donc c'est un honneur pour nous, mais c'est en même temps une responsabilité.
presque écrasante devant nos propres frères africains, mais aussi devant la République populaire de Chine. Cela veut dire que pendant 3 années, nous allons porter la responsabilité du suivi des décisions qui ont été prises à cette 9e édition du FOCAC, le suivi des réalisations, le suivi de la matérialisation des projets sur le terrain. C'est ça la responsabilité qui nous échoit aujourd'hui. Cela va également renforcer peut-être la coopération entre le Congo et ces autres pays africains. Absolument. C'est l'occasion de booster nos propres projets, d'aller de l'avant dans cette relation précieuse que nous entretenons avec la République populaire de Chine. Alors sur le terrain, vous, au niveau du gouvernement, comment prévoyez-vous pour accompagner le président dans la réussite de ce mandat? Parce qu'il ne travaillera pas certainement seul. Une task force a été mise en place qui est présidée par le Premier ministre, secondée par d'éminents membres du gouvernement, au nombre desquels le ministre d'État Jean-Jacques Bouya, votre humble serviteur, le ministre de la Coopération internationale et tant d'autres cadres du pays. Donc c'est vraiment pris très au sérieux. Nous avons dit à nos amis sénégalais qui étaient là avant nous que nous irions nous abreuver de la bonne sagesse auprès d'eux, de leur expérience. On a commencé à le faire à Pékin et nous allons rapidement nous mettre au travail pour cette responsabilité que nous avons accepté d'assumer pendant 3 ans. Alors que s'achevait donc le sommet Chine-Afrique le 6 septembre 2024, le président de la République entamait une visite d'État. Denis Sassou Nguesso effectuait ainsi sa 17e visite dans ce pays ami dans l'établissement des relations avec la République du Congo, date de 1964. Outre l'accueil solennel, cette visite d'État a été marquée par des entretiens en tête-à-tête entre les deux chefs d'État, Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso d'un côté, et entre les premières dames, Antoinette Sassou Nguesso et Pen Liyane. Des accords de coopération ont été signés entre les deux parties, comme nous le précise Okano Irika dans ce reportage. Vendredi 6 septembre 2024, le président de la République, Denis Sassou Nguesso et Madame font leur entrée dans le Grand Palais du Peuple, côté nord, à la rencontre du président chinois Xi Jinping et Madame. C'est le début de la visite d'État du président de la République, Denis Sassou Nguesso, en Chine. L'instant est solennel. La poignée de main appuyée des deux chefs d'État et celle des deux premières dames témoignent l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Chine et le Congo depuis 60 ans. Les deux couples présidentiels se dirigent avec assurance vers la salle centrale du Grand Palais. Ici, le cérémonial de la grande réception est fin prêt. Les deux couples présidentiels saluent les officiels. D'un côté, Denis Sassou Nguesso et Madame saluent la partie chinoise et de l'autre côté, Xi Jinping et Madame saluent la partie congolaise. Puis, les deux présidents s'installent. Commence alors l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Après les hymnes, Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso passent en revue les troupes d'honneur des 3 armées, armée de terre, armée de l'air et la marine. L'accueil des majorettes, chacune munie des drapelets du Congo et de la Chine, est pathétique.
Au terme de cette réception chaleureuse, les deux parties ouvrent des négociations sur leur coopération stratégique globale, cette fois-ci dans la salle est du Grand Palais. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, est satisfait de l'exemplarité de cette coopération et remercie son hôte. Voilà 60 ans que la République du Congo et la République populaire de Chine entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération que nous saluons. Je salue votre engagement personnel à œuvrer à la consolidation de l'axe Brazzaville-Beijing, sous-tendu ces derniers jours par le soutien de votre pays à la candidature de la République du Congo à la coprésidence du Forum de coopération sino-africaine. Pendant ce temps, dans la salle Foujian, les deux premières dames, Antoinette Sassou Nguesso et Peng Liyuan, s'entretiennent sur les sujets divers, notamment le bien-être de la mère et de l'enfant, mais surtout la prise en charge des personnes du troisième âge. Rencontre au cours de laquelle elles échangent leur expérience. Au moment où les premières dames bouclent leurs entretiens, les délégations chinoises et congolaises se retrouvent dans la salle de presse pour la signature de 19 accords de coopération en présence des présidents Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso. Il s'agit entre autres de l'accord cadre de partenariat économique, du plan de coopération sur la promotion conjointe de la ceinture et la route, le protocole d'accord dans le domaine de l'éducation et de la formation. Pour remercier le président chinois pour l'honneur fait à son épouse et à lui-même, le président Denis Sassou Nguesso a offert un livre retraçant les repères du Congo à ce grand homme d'État qu'est Xi Jinping. En bouclant sa visite d'État en Chine à Shanghai, le président Denis Sassou Nguesso, en compagnie de la première dame Antoinette Sassou Nguesso et leur suite, ont fait une croisière à bord du bateau Oriental Pearls pour mieux découvrir la beauté nocturne de la ville de Shanghai. Ce bund qui se trouve au cœur de la ville est une célèbre promenade au bord de l'eau où s'alignent des immeubles de l'époque coloniale, alors qu'en face du fleuve Huangpu se dresse le district futuriste de Pudong avec notamment la tour Shanghai de 632 mètres de haut et la tour de télévision Perle de l'Orient qui se caractérise par ses sphères roses. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui garde à l'esprit le souvenir de cette ville qu'il a accueillie il y a 60 ans, a consigné son ressenti dans le livre d'or. Par la voix du ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, découvrons la quintessence de ses écrits. Mon 17e voyage en Chine, 60 ans après le tout premier que j'ai effectué dans ce beau pays et qui remonte à l'année 1964, ne pouvait que prendre les allures du grand pèlerinage d'une vie. Aujourd'hui, ici à Shanghai, j'ai retrouvé la trace historique de mon propre itinéraire sur l'un des lieux les plus emblématiques d'une odyssée juvénile aux souvenirs impérissables et au service de mon pays. Une odyssée devenue une véritable épopée pour mes 5 compagnons de voyage et moi. Symbole parmi d'autres de cette Chine millénaire, symbiose des cultures et des usages, notamment de ces 3 grandes sagesses chinoises, tout autant que creuset de la modernité et de la pérennité existentielle, ici sur le delta du Yangtze-Kiang, Shanghai ne pouvait que figurer sur l'agenda de mes réminiscences. Cette mégalopole industrieuse et cosmopolite qui regorge de tant de trésors culturels et de tant de vestiges séculaires, mais dont je n'ai jamais pu voir qu'une infime partie, est en réalité l'une des clés qui ouvrent à l'esprit la quintessence des choses, à l'intelligence du sens du labeur et à la sublimation de cette pierre angulaire qui honore et ennoblit tous ceux qui bâtissent. Je suis persuadé que c'est bien dans cet esprit aussi
que s'est forgée l'âme de cette Chine généreuse qui tente aujourd'hui à l'Afrique ses bras fraternels pour partager la promesse d'un avenir radieux et accompagner l'avènement d'une bienheureuse communauté de destin. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Shanghai, le 9 septembre 2024. Chaque fois que le président Denis Sassou Nguesso aura l'occasion de visiter la Chine, il reviendra toujours à Shanghai. Monsieur le ministre, alors comment expliquez-vous ces fréquences de visite du président de la République en Chine? 17e visite, c'est pas rien. Alors comment cela s'explique? La fascination. Je crois que s'il y a un pays qui a véritablement fasciné le président Denis Sassou Nguesso, c'est bien la Chine. La fascination devant l'évolution spectaculaire de ce pays que certaines nations regardaient de haut, mais qui, à force de persévérance, à force d'ardeur au travail, je reviens sur le leitmotiv travail, a réussi à se hisser au deuxième rang de puissance économique de notre monde. Je crois que le président Sassou, qui a visité ce pays pour la première fois en 1964, donc cela fait 60 ans. Alors qu'il était encore jeune officier de l'armée congolaise. Est resté fasciné parce qu'il nous a raconté l'épopée de ce premier voyage en Chine, qui a véritablement été un voyage d'aventure parce qu'ils sont passés par Paris, ils sont passés par le Caire, ils ont cherché les chemins et finalement ils ont trouvé une compagnie improbable qui les a déposés à Shanghai. Ses compagnons et lui, il nous a fait la confidence que tous ses compagnons n'étaient plus de ce monde et puis il est tombé amoureux de ce pays. Il faut dire que la Chine, déjà à cette époque, fascinait la jeunesse africaine, notamment à travers le personnage de Mao Tse-tung qui avait mené sa révolution en s'appuyant sur la paysannerie, les jeunes intellectuels et avait réussi à prendre le pouvoir, à chasser Chiang Kai-shek, qui s'est réfugié sur l'île de Taïwan, qu'on appelle aujourd'hui Taïwan. En résumé, je pense que c'est la fascination qui explique ces voyages incessants. Et pour le président Sassou, je ne suis pas le seul à en faire le constat. Chaque voyage dans ce pays constitue un événement et le dernier a été quasiment un pèlerinage sur les sites emblématiques où vous avez séjourné, ses compagnons et lui, en 1964. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. C'est très fascinant en tout cas. Alors dans une déclaration conjointe publiée à l'issue des entretiens en tête-à-tête entre les deux chefs d'État, Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso, les deux présidents des deux républiques ont exprimé leur volonté d'approfondir davantage leur partenariat stratégique global. Alors comment expliquez-vous ce dynamisme de la coopération? C'est la pugnacité, la combativité de notre président. Mais les Chinois, ils ont aussi la mémoire. Ils ont la mémoire de ce que ce petit Congo a été parmi les premières nations à élever la voix dans le concert des nations pour reconnaître la Chine populaire. Et ils n'ont pas oublié. Et puis, sur l'arène internationale, nous avons une relation confiante. Il y a un soutien réciproque sur des dossiers importants tels que la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Avant d'aller dans des débats, souvent, diplomates chinois et diplomates congolais se concertent. On a souvent des positions communes. C'est ce qui a induit aussi ce partenariat stratégique global. Nous avons globalement une même vision du monde. Le travail, mais pour le bien-être de la multitude, pour le bien-être des populations. Alors peut-on avoir une idée sur la substance des accords signés à ce moment-là entre les deux parties? Dans tous les azimuts, il y a eu au total 19 accords qui concernent quasiment tous les secteurs, les télécommunications, les infrastructures routières, ferroviaires. On a aujourd'hui des discussions assez avancées sur la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, avec une société chinoise
Je crois que ça, c'est un point très important, puisque sinon, à quoi servirait le pont route-rail si le chemin de fer Congo-Océan n'est pas réhabilité, ne se met pas aux normes de la modernité, parce que vous savez que l'écartement ne répand plus. C'est l'écartement des années 30. Aujourd'hui, l'écartement est beaucoup plus large et le pont va déboucher sur Kinshasa, qui a l'écartement moderne. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur ce sujet et c'est au cœur des préoccupations qui ont été les nôtres au cours de cette mission. La réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan. Tant attendu par les Congolais. Vraiment, oui. Pour donner du sens au pont route-rail dont nous rêvons tous. Alors, les accords signés, la coprésidence, nous l'avons. Quelle sera la priorité en termes de mise en œuvre? Est-ce que nous avons des domaines assez précis qui vont être les priorités dans la mise en œuvre de ces accords ou pas? Nous avons des projets antérieurs qui n'ont pas forcément abouti. Il y a des projets importants qui ont abouti. J'ai à l'esprit la route Pointe-Noire-Brazzaville. Vous savez, dans certains pays, ça peut être le bilan de tout un mandat. La route Pointe-Noire-Brazzaville, aujourd'hui, on roule, on n'y pense presque plus, mais c'est un gros investissement. On peut également citer le barrage d'Imboulou. Mais est-ce que les Congolais se souviennent que le barrage de Moukoukoulou a été également construit dans le cadre de la coopération entre notre pays et la Chine populaire? Je pense que notre gouvernement va probablement mettre en avant le barrage de Sounda. Outre le chemin de fer que j'évoquais à l'instant, il y a le barrage de Sounda. Est-ce qu'il y a une période assez définie pour réaliser tous ces projets? Vous savez, ça commence toujours par les discussions. D'abord les discussions, ensuite la mise en place des financements. C'est des procédures assez longues, très complexes. Il faut mettre en place les financements, faire les études, y compris des études d'impact, et puis voilà, et signer les contrats pour l'exécution des travaux. Alors, à quand la prochaine édition du FOCAC, Monsieur le ministre? Le prochain FOCAC se tiendra à Brazzaville, en République du Congo. Très bonne nouvelle. Nous allons accueillir l'Afrique entière, ici dans notre pays, et la Chine, à l'occasion d'une session ministérielle en fait. Ce ne sera pas au niveau des chefs d'État, mais au niveau des ministres des Affaires étrangères et de la coopération. Ça se tiendra ici à Brazzaville, probablement en septembre 2027, dans 3 ans, 2027. Ici à Brazzaville, ce sera aussi un grand honneur pour nous et ce sera l'occasion pour notre pays de faire valoir ses atouts, à notre ville capitale de se montrer belle, fière d'elle-même. Quand je dis belle, donc c'est par opposition à la poubelle. Vous savez, il y a une rime un peu fâcheuse au milieu, de se montrer belle. Parce qu'il le faut. Et je pense que ce sera une très belle occasion pour nous tous d'accueillir l'Afrique dans nos murs. Une occasion comme tant d'autres que nous avons eu auparavant, comme le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux et j'en passe. Tout à fait. Il nous faut nous convertir, je le répète, à la religion du travail. Le travail rend noble celui qui l'exécute. Nous devons aimer le travail. Et c'est le travail qui nous sortira de l'ornière, pas autre chose, pas la main tendue, c'est le travail. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que ce montant qui servira à la réalisation des projets au niveau du Congo constitue un prêt ou un don? Quel est le Ça dépend. Ça dépend. Globalement, c'est gagnant-gagnant. Donc, si la Chine met de l'argent sur la table, il y a forcément une contrepartie. Une contrepartie, ça peut être en termes d'accès à une ressource naturelle. Par exemple, pétrole, potasse, etc. C'est toujours du donnant-donnant, donc c'est une relation équilibrée. Moi, je mets de l'argent, mais toi, tu mets forcément quelque chose. Ce n'est pas de la gratuité, on met de l'argent seulement comme ça, non. Alors, de manière générale, on sent que la diplomatie congolaise marque de plus en plus les points, et surtout ces dernières années.
Quels en sont... C'est gentil de votre part. Ben, on vous suit au jour le jour à travers vos nombreux voyages et à travers les initiatives du président de la République. On sent que ça bouge, c'est très bien, félicitations. Alors, quelles sont les perspectives de cette diplomatie assez agissante et dynamique? Déjà, avec la coprésidente du FOCAC, nous avons du grain à moudre, hein. On a du travail, mais nous avons les dossiers anciens, ce lancinant dossier libyen qui s'achemine quand même vers quelque chose de concret, à savoir la signature prochaine d'une charte de la réconciliation, parce que la responsabilité qui est échue à l'Afrique, à la conférence de Berlin, c'était bien cela, accompagner le processus de réconciliation en Libye. Et nous, Africains, considérons que la réconciliation ne peut qu'être le préalable à des élections générales, parce que souvent les élections sont source de violence verbale, mais hélas aussi parfois violence physique. Donc il vaut mieux, dans un pays qui sort de guerre, dans un pays où il n'y a pas encore véritablement une armée nationale, il vaut mieux aller à la réconciliation, aller à une sorte de gentleman agreement, hein, un consensus entre partenaires, protagonistes. Il vaut mieux aller d'abord à cette réconciliation avant les élections générales. Le processus de signature de cette charte de réconciliation est en cours. Et nous avons d'autres dossiers, d'autres combats que nous menons, notamment au niveau des Nations Unies, pour que l'Afrique ait voix au chapitre, au même titre que les autres entités, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre, la Russie, la Chine. On est tous tombés d'accord que cette sorte d'injustice historique que subit l'Afrique doit être corrigée. Il faut que l'Afrique ait voix au chapitre, d'autant plus que la plupart des dossiers qui sont traités par le Conseil de sécurité des Nations Unies concernent l'Afrique, concernent les problèmes de paix et de sécurité en Afrique. Et donc c'est un combat que nous menons au niveau des Nations Unies, qui n'est pas simple, parce qu'il y a des non-dits, il y a des engagements de façade, mais nous sommes conscients de tout cela et je pense que nous irons jusqu'au bout. Ouais, nous irons jusqu'au bout puisqu'on a pu avoir des signaux. Le fait que l'Afrique ait enfin été admise au sein du G20 il y a quelques années, c'était inimaginable. Voilà que cela s'est réalisé. Comme disait notre ami Edem Kodjo, paix à son âme, et demain l'Afrique devrait avoir voix au chapitre au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre permanent avec droit de veto. Oui. Exactement. Monsieur le ministre, je pense que nous sommes presque arrivés au terme de cet échange. Peut-être un dernier point qui vous inspire ou sinon une conclusion? La conclusion, c'est vraiment une attitude d'humilité et de reconnaissance. Parce que sans les médias, que peut-on faire aujourd'hui? D'aucuns pourraient penser que le ministre Gakousou exagère, mais en vérité, sans les médias, il n'y a pas d'événement aujourd'hui. Je voudrais saluer la persévérance des Télé Congo. J'imagine les difficultés qui sont les vôtres, parce que la vie est ainsi faite, hein. Il y a des moments fastes, mais il y a des moments de vaches maigres. Mais au-delà de tout cela, je vois les équipes de Télé Congo se déployer sur le terrain, vous-même véhiculer une image très positive de ce média. C'est vraiment un sentiment d'humilité face aux hommes et aux femmes qui font ce travail nuit et jour, et de reconnaissance pour tout ce que vous apportez à notre pays, notamment à la diplomatie que porte le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Je pense que l'honneur revient particulièrement à notre DG, André Ondélé, qui nous manage quotidiennement. Je l'ai connu à l'université Marien Ngouabi. Dites-le lui. Merci infiniment. En tout cas, nous vous remercions pour cet éclairage et surtout pour votre disponibilité, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci infiniment.
Voilà, très chers téléspectateurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Nous avons eu l'honneur de recevoir le ministre Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. Le ministre Jean-Claude Gakosso qui nous a donné un éclairage sur la visite effectuée récemment par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, en Chine. Une visite qui a eu deux étapes, la participation à la 9e édition du FOCAC et la visite d'État qui a suivi donc ce forum. Merci en tout cas pour toutes les équipes qui nous accompagnent dans la réalisation de cette émission. Merci particulièrement au DG Télé Congo et merci à vous, cher public, pour la fidélité. À très bientôt.